Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général de la mer. Je vous propose d'entendre maintenant Christophe Rousseau, qui va nous parler, qui intitule sa présentation « Le risque zéro n'existe pas » et qui va nous donner un éclairage basé sur les quelques informations que nous avons pu recueillir sur l'accident entre le Sanchi et le Crystal en mer de Chine. Merci beaucoup. Vous avez entendu ce matin déjà évoquer cet accident. Après les derniers grands accidents que nous avons connus, notamment en France, puisque c'est les deux derniers qui, même au niveau international, ont été les plus significatifs, que sont l'Erika et le Prestige, on pouvait penser, et on l'a déjà évoqué, que toutes ces mesures de prévention au niveau international, européen et national nous laisser espérer que cette courbe près de l'abscisse des accidents et rejets d'hydrocarbures était pérenne. Et puis est arrivé le Sanchi. Ah, alors, j'ai oublié une étape quand même, et on l'a dit déjà ce matin, qui n'est pas un pétrolier, c'est quand même les 800 000 mètres cubes de fuel de Deepwater Horizon en 2010. C'est quand même quelque chose de considérable, même si c'est différent d'un pétrolier, puisque pendant 4 mois, le robinet de pétrole a été ouvert au fond de la mer des Antilles. Alors, le Sanchi, c'est un bateau moderne, puisqu'on a parlé de construction des navires, de réglementation, etc. C'est un bateau, un très grand bateau, 274 mètres, qui n'est pas très vieux, et qui avait une cargaison de 112 000 tonnes de condensat. Je reviendrai sur ce produit. Et alors, j'ai jamais réussi à savoir exactement combien il avait de fuel de propulsion à bord, parce qu'avec les Chinois, il est très difficile d'avoir des informations, vous pouvez l'imaginer. Et donc, ça oscille entre 1000 et 2000 tonnes, désolé de cette imprécision, et d'un fuel très lourd, puisque l'intermédiaire fuel oil, à 380 centistock à 50 degrés, c'est un des produits les plus lourds qu'on trouve comme fuel de propulsion. C'est un bateau iranien, de la compagnie nationale iranienne. Et il est rentré en collision avec un vraquier chinois, qui transportait du blé. Et qui était aussi un grand bateau moderne, même si lui, il est un peu plus petit, donc c'est pour ça que j'ai mis Panamax, donc il peut passer Panama, un peu plus petit et plus récent encore, puisqu'il est de 2011. Alors, à bord, c'est vraiment une cargaison, enfin, un transport très original, puisqu'il transportait 112 000 tonnes de condensat. Alors là, je parle sous le contrôle de nos amis pétroliers. Dans un puits dans la Roche-Mer, vous avez du gaz, du pétrole et de l'eau. Et certains de ces gaz, en arrivant à pression atmosphérique, se condensent. C'est pour ça qu'on appelle ça des condensats. Et ils forment des huiles très légères, vraiment très légères, et celui-là est particulièrement léger. Les informations que nous avons pu obtenir sur ces caractéristiques précises montrent que c'est dans la gamme de ces condensats parmi les plus légers, au moins aussi léger qu'une essence. Et donc un produit qui aura tendance à s'évaporer en grande quantité, probablement plus de 90%, et comme il n'a pratiquement pas de paraffine, qui ne laissera rien à la surface de l'eau quand tout sera parti dans l'atmosphère. Et à l'opposé, donc ça c'est un pétrole brut, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et à l'opposé, le bateau était propulsé par un fuel très lourd, qui là est une fin de chaîne de raffinage. Donc là, un produit, c'est l'Erika, c'est le Prestige, en gros, voilà, ça pour vous donner un élément de comparaison. Et là, par contre, c'est un produit extrêmement persistant. Donc on avait là une grande cargaison d'un produit brut très léger, et au fond du navire, pour le pousser, un produit très lourd et raffiné.
Alors, ces deux bateaux circulent là dans une zone où il y a énormément de trafic. Vous imaginez que ce bateau a circulé, il y en a un qui allait en Chine, un autre qui allait dans une direction proche. Ça se trouve en plein milieu d'une zone où vous avez la Chine à l'est, la Corée du Sud au nord, le Japon à l'ouest et Taïwan. Et voilà, vous imaginez le trafic des navires entre ces 4 pays. C'est absolument incroyable comme trafic. Et donc le 6 janvier, le Crystal est rentré en collision avec le Sanchi. Le Crystal, lui, il a pu repartir par ses propres moyens. Par contre, le Sanchi, qui avait été très sévèrement touché, a en plus pris feu, car ce produit très léger, au moment de la collision, qui a dû générer des étincelles, eh bien, ce produit très léger a pris feu et donc a généré une pollution d'abord atmosphérique. On va voir pendant plusieurs jours un nuage de fumée qui a dû se propager avec les vents, probablement jusqu'en Chine. Mais là, les Chinois ont été extrêmement discrets, c'est le moins qu'on puisse dire, sur cet aspect des choses qui est quand même, pour moi, la pollution majeure liée à cet accident. Très rapidement, un certain nombre de navires d'intervention chinois, mais aussi il y avait un navire japonais et un navire coréen qui sont restés en réserve. Bon, alors c'est une situation politiquement complexe, puisqu'on est juste dans la zone frontière qui est revendiquée à la fois par les Chinois et les Japonais. Donc les Japonais ont joué le coup très finement en disant écoutez, puisque vous voulez vous en occuper, allez-y, nous on reste là derrière. Et donc c'est les Chinois qui ont été les opérateurs principaux de l'intervention. Et donc ils ont commencé des opérations d'extinction avec des très gros navires. Et quelques jours après, commençaient à avoir quelques explosions à bord, les 10 et 11 janvier, et les autorités chinoises ont alors arrêté les interventions, car ils avaient peur que le navire explose et mette en danger le personnel des équipages à bord des navires de secours. Le 13 janvier, ils ont quand même réussi, ils n'avaient pas réussi jusqu'à présent, à envoyer une équipe à bord. Et cette équipe à bord, elle a récupéré la boîte noire, qui sera dépouillée par 4 pays, puisque, on le savait, mais à l'OMI, lors de la réunion du groupe du sous-comité PPR au mois de février, les autorités chinoises, dans le discours d'introduction, dans la séance d'introduction, ont expliqué très clairement qu'il y aurait 4 pays qui participeraient au dépouillement de cette boîte noire, dont les Iraniens, évidemment. Ils ont récupéré 2 cadavres. Donc ça, c'était les troisièmes. On avait trouvé un premier en mer et ces 2 à bord. Il faut savoir qu'il faisait 80 degrés dans les coursives à la passerelle. Donc vous imaginez l'intervention dans ces conditions. Le 14, le Sanchi finit par exploser et il coule par 115 mètres de fond au milieu de la mer de Chine. Alors évidemment, le bateau au fond continue à relarguer à la fois du condensat et son fioul de propulsion. Et comme je vous le disais, ce produit très léger, même si une grande quantité avait déjà brûlé ou s'était évaporé, même s'il en restait 10%, en gros, d'après les calculs, ça représente, comme le pétrole est extrêmement léger, ça fait un film très étendu. On dit toujours que pour un fuel normal, une cuillère à soupe, c'est en gros un terrain de foot. Donc vous voyez, là, c'est de l'huile beaucoup plus légère qu'un fuel noir. Et donc, ça a couvert des surfaces absolument gigantesques, puisque le 15, on était déjà à plus de 60 km² de nappe.
Donc ça a donné l'impression d'une pollution extrêmement importante, mais en réalité, c'était un film microscopique d'hydrocarbures à la surface, sauf qu'on avait quand même le fioul lourd qui, comme nous l'avons annoncé, a commencé, comme l'Erika, comme le Prestige, à se fractionner à la surface au gré des vents et des courants, puisque quand même c'est une zone où, pendant l'accident, il y avait une forte tempête et les jours qui ont suivi également. Et le 16, on a vu, enfin les Japonais ont vu arriver les premières boulettes. C'est quand même quelques semaines après, mais c'est quand même assez rapide, quelques boulettes de pétrole qui sont arrivées dans les îles du sud des côtes japonaises. Alors ça, c'était le 16, on avait à 27 km, et pardon, je vais un peu trop vite, c'est le 2 février. Je trouvais que c'était un peu court, en effet. Donc le 16, on a des nappes à 27 km au nord de la source, et quelques semaines après, autant pour moi, le 2 février, quelques premiers arrivages sont observés dans les îles et les îlots. Il y a eu des repérages faits par nos amis de l'ITOP qui sont quelque part dans la salle et qui pourront vous en parler. Je crois que c'est 17 îles ou îlots qui ont été inspectés, et dans toutes ces zones, on a trouvé des petites boulettes, le plus gros étant grande comme la paume de la main, qui seraient arrivées dans le sud du Japon. En ce qui concerne le condensat, quelques semaines après, il n'y avait, j'ai calculé qu'à peu près 2 semaines après, il n'y avait plus rien de visible à la surface. Tout a fini par s'évaporer. Alors, le dernier week-end des Jeux Olympiques, il semblerait que quelques boulettes soient arrivées dans le sud de la Corée du Sud. Alors, le Sanchi, c'est d'abord une catastrophe humaine. Les 32 membres d'équipage de ce pétrolier sont morts ou portés disparus. C'est quand même une catastrophe terrible. On ne sait pas dans quelles conditions, mais on peut imaginer la souffrance de ces gens. Ensuite, c'est d'abord, pour moi, une pollution atmosphérique majeure. Plus de 90% de 112 000 tonnes de pétrole qui s'évaporent ou qui brûlent dans l'atmosphère. Bon, on a très peu de données là-dessus. Les Chinois nous ont pratiquement rien dit sur le sujet. Ensuite, c'est une pollution maritime originale. Le trafic, alors toujours sous le contrôle de nos amis pétroliers, le trafic de transport de condensat, c'est globalement un trafic relativement récent, 10, 15 ans, 20 ans peut-être, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas un produit qui, jusqu'à présent, était extrêmement transporté. Et puis, aujourd'hui, on exploite tout ce qui sort des puits. Eh bien, les condensats, qui sont des produits très performants en termes énergétiques, mais surtout pétrochimiques, sont transportés de plus en plus sur nos mers. Une collision entre 2 navires modernes. Ce sont des navires qui disposent de tous les outils de navigation modernes. C'est une zone de trafic très intense, comme je le disais tout à l'heure, entre tous ces pays qui, non seulement en termes de transport de passagers, mais de transport de matières diverses et variées, sont des zones qui alimentent un trafic commercial qui vient beaucoup chez nous. Il faut savoir que Montweston, il a peut-être passé dans 22 containers différents avant d'arriver sur les étals des marchands. Et beaucoup de ces produits commencent leur voyage dans cette zone-là. J'allais dire, comme toujours, de mauvaises conditions météorologiques. Les conditions météo au moment de l'accident, et puis après, même on fait cesser par moment les interventions. Et aussi un paramètre non négligeable, une pollution transfrontalière. Là, on est en plein milieu de zones maritimes qui concernent 4 pays, avec en plus un pays où la communication n'est pas génétiquement quelque chose de très développé, je veux dire, pour rester politiquement correct. Donc, en gros, cet accident du Sanchi nous rappelle très cruellement que le risque zéro n'existe pas, et, à mon sens, il rassemble beaucoup de paramètres susceptibles d'alimenter notre réflexion pour le futur. Merci.
Merci de votre attention.